heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Des débats, des reportages en région et bien sûr toute l'actualité politique et parlementaire. Nous sommes au plus près de vous grâce à nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indés radios. Nous sommes donc ensemble pendant 1h30 et au menu du jour. Députés et sénateurs de la majorité tenaient leur journée parlementaire hier à Saint-Denis. On en parle ce matin avec le sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine, André Gattolin. Il est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Éric Coquerel, le député La France Insoumise de la Seine-Saint-Denis. Nous parlerons bien sûr du procès de Jean-Luc Mélenchon qui se tient depuis hier. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Fabrice Vesser-Redon du groupe EBRA. Et puis toutes les semaines, nous nous rendons à votre rencontre dans un département. Cette semaine, vous l'avez vu, nous étions dans le Puy-de-Dôme pour comprendre le malaise des maires. Jonathan Dupriez, notre journaliste, viendra nous raconter ce qu'il a vu. Et enfin, le Club des territoires avec notre bande de journalistes. Nous parlerons ce matin de ce sondage exclusif BVA pour Public Sénat et La Tribune sur la situation à Montpellier à 6 mois des municipales. Quelles sont les préoccupations des Montpelliérains? Quelles sont leurs intentions de vote? Vous saurez tout. Mais avant cela, un résumé de l'actualité de ce vendredi 20 septembre. L'acte 2 du quinquennat, c'est celui des territoires. C'est ce qu'est venu dire Édouard Philippe hier aux élus des petites villes. Il a notamment annoncé une consultation des élus locaux jusqu'au printemps 2020 pour préparer le nouvel acte de décentralisation. Édouard Philippe qui est aujourd'hui dans le Nord, au congrès des maires ruraux. J'ai probablement donné l'impression que je voulais réformer contre le peuple. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron dans un entretien au Time Magazine. Le chef de l'État reconnaît que, d'une certaine façon, la crise des Gilets jaunes a été bonne pour lui car elle a obligé à changer d'attitude. Les turbulences se multiplient pour les compagnies aériennes françaises. Après Aigle Azur, c'est XL Airways qui bat de l'aile. La compagnie s'est déclarée en cessation de paiement et a demandé son placement en redressement judiciaire. Et on débute avec le sénateur du jour. Il est élu des Hauts-de-Seine, siège dans le groupe La République En Marche, qu'il a quitté, qu'il a rejoint après avoir quitté Europe Absolument. Écologie Les Verts. C'est plutôt dans ce sens. Bonjour André Gattolin. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va commencer par une question d'actualité avant de parler de vos journées parlementaires. Dans une interview au Time Magazine, Emmanuel Macron reconnaît que d'une certaine façon, cette crise des Gilets jaunes, elle a été bonne pour lui car elle a obligé à changer d'attitude. Vous reconnaissez aujourd'hui qu'Emmanuel Macron a été trop arrogant au début de son quinquennat? Je pense, en tous les cas, il en a donné l'impression. J'ai été très souvent interviewé sur les plateaux dès le début de la crise des Gilets jaunes. Et j'ai toujours dit, il faut écouter, il faut entendre. Alors, des fois, on me disait, tu défends pas assez le gouvernement. Ce n'est pas la question de défendre le gouvernement, c'est la posture qu'on adopte. Et je rappelle qu'Emmanuel Macron, une des raisons de son succès, c'est à la fois l'idée d'imposer une nouvelle forme aussi d'autorité présidentielle, en même temps que d'instruire la bienveillance. Et on a eu le sentiment, à un certain moment, qu'il y avait une déconnexion et que la bienveillance qui avait construit En Marche, qui avait construit la démarche présidentielle, était un peu oublié. Et donc aujourd'hui, ce retour, je dirais, à l'écoute et comprendre que la société n'est pas là à attendre un personnage, si brillant soit-il, qui aurait toutes les solutions, mais que cette personne doit être en attente, en écoute, en échange, en concertation avec l'ensemble du peuple français. Je le disais, André Gattolin, député et sénateur, tenaient hier leur journée parlementaire à Saint-Denis. Vous y étiez, vous allez nous le dire. Objectif, afficher l'unité, alors que les divisions se font jour, notamment après les propos d'Emmanuel Macron sur l'immigration. Reportage de Louis Duménil. C'est une rentrée cadenassée pour les parlementaires de La République En Marche. Dans un lieu coincé entre l'autoroute et le Stade de France et peu accessible à la presse. À l'intérieur aussi, l'heure est à la discipline. Le débat sur l'immigration lancé par Emmanuel Macron est dans toutes les têtes et est contesté par certains députés de la majorité. Alors forcément, sur ce sujet régalien, il fallait mettre l'accent sur l'unité. Unis, nous pouvons tout faire, tout est possible. Désunis, nous perdrons, et comme je l'ai dit ce matin, nous perdrons et notre âme, et nous perdrons les élections. Et je tiens à vous le dire, il n'est pas question que nous ne perdions ni notre âme, ni les élections.
Des divergences, oui, mais seulement en interne. Car les sorties médiatiques de plusieurs députés à l'encontre de la stratégie du président de la République n'ont pas plu aux présidents des groupes parlementaires. Difficile à gérer pour un parti dont l'ADN politique est composite. On sait bien que dans le mouvement, il y a des sensibilités différentes. Nous venons de la droite et de la gauche, avec nos sensibilités, ceux qui sont très pro-associatifs, ceux qui sont proches de certaines causes à côté, et qu'ils manifestent par là leurs craintes, alors que là, je pense que tout à l'heure je vous disais, il ne faut pas avoir ni frilosité, ni fébrilité face au fait d'aborder des sujets que nous ne pouvons pas occulter parce qu'ils sont présents dans la société. En fin de journée, le Premier ministre ainsi que plusieurs membres du gouvernement sont eux aussi venus prendre le pouls des troupes. Les débats sur l'immigration auront lieu le 30 septembre à l'Assemblée et le 2 octobre au Sénat. André Gattolin, on a vu les parlementaires tenter d'afficher une unité. Vous y étiez, vous, à ces journées parlementaires, bien sûr. Comment ça s'est passé en interne ? En interne, le discours était clair. Il y a eu l'intervention du président de la République lundi passé, qui a été, pour certains, un électrochoc. On a beaucoup focalisé sur la question, effectivement, du droit d'asile, de l'immigration. Enfin, il y avait, notamment, je parlais précédemment de bienveillance. Le président de la République a quand même utilisé le terme au moins 3 ou 4 fois dans son discours. Donc, il y a l'acte 2, c'est pas simplement le retour au territoire, comme ça a été présenté hier par le Premier ministre, c'est aussi ce changement de méthode, précisément, que le président développe dans son interview au Time. Mais la question était là, dans ces journées parlementaires, de dire toute logique qui serait d'expression sans débat préalable des différences à l'intérieur du mouvement est dangereux. On arriverait à un phénomène un peu du type qu'on a connu sous le précédent quinquennat, des frondeurs. Et c'est précisément ce qu'il ne faut pas. Et moi, j'ai pas mal échangé, y compris en aparté, avec Gilles Legendre et les autres dirigeants. Moi, j'ai un certain nombre d'avis, de travaux que j'ai menés sur la question de l'insertion, de l'intégration du droit d'asile. Il m'a dit précisément, réunissons-nous ensemble, débattons de la portée des choses. Le président a dit à sa manière un certain nombre de questions de manière forte pour dire attention. C'était la bonne manière pour vous ? Il fallait avoir ce discours de vérité. Moi, je pense à un moment, l'immigration. si on veut poser le débat et surtout si on ne veut pas cacher un débat profond au sein de la société, il faut le poser en termes forts. Il ne l'a pas fait de manière provocatrice, il l'a fait de manière franche. Maintenant, il faut voir comment tout ça passe en application. Il y a des problèmes aujourd'hui sur le droit d'asile en matière d'insertion. C'est normal au regard du droit international d'accueillir des personnes qui sont en danger sur leur vie, sur leurs idées. La question, c'est, logiquement, le droit d'asile est temporaire. Les gens quittent un pays non pas par volonté ou plaisir, c'est même pas une migration économique. Les gens sont là dans une période en attendant le retour à la paix ou à la démocratie dans leur pays. Il faut qu'il y ait un contrat. Si le principe du droit d'asile, c'est de dire « moi, je ne change pas, je ne respecte pas les principes de la République et de la démocratie quand je suis là, parce que de toute façon, ça ne sert à rien et j'enseigne pas ça à mes enfants, parce qu'ils vont retourner dans un autre monde, ça devient délicat. Et on sait que cette question-là a été totalement... Le droit a été déconnecté de la réalité économique, sociologique, culturelle, du devoir d'insertion et de respect des règles du pays d'accueil. On a bien compris votre position sur l'immigration. Je voulais vous entendre sur le deuxième thème mis en avant, c'est l'écologie. Je le disais, vous veniez, vous, d'Europe Écologie Les Verts. Il y a notamment cette loi anti-gaspillage qui est arrivée au Sénat en commission cette semaine, qui sera en séance la semaine prochaine, que le gouvernement présente un peu comme un tournant écologique. Est-ce que pour vous, qui venez d'Europe Écologie Les Verts, le gouvernement en fait assez en matière d'écologie ? Moi, je crois que la question... Il y a eu, et le président de la République l'a rappelé lundi, il y a eu des prises de position qui n'avaient jamais, enfin des actes qui n'avaient jamais été pris, notamment la décision de fermer les centrales à charbon. Le président a insisté, a dit, les gens ne le voient pas, ne le savent pas, et on fait beaucoup de choses sur l'écologie, mais ça ne se voit pas. Et je crois que là, on est face à un problème beaucoup plus complexe. J'ai souvenir, quand j'étais écologiste, on alertait, on était présenté, il y a 20 ou 30 ans, comme, je dirais, des Cassandres parlant d'un monde qui allait advenir dans 30, 40 ou 50 ans. J'ai souvenir encore, il y a 10 ans, Jean-Paul Besset, grand proche de Nicolas Hulot, quelqu'un de très important dans l'écologie, qui disait aujourd'hui, on est à un tournant, c'est-à-dire ce qu'on
disait sous forme de prophétie advient. Aujourd'hui, on est dans un phénomène amplifié, c'est-à-dire ce que nous faisons, même de positif, ne se voit pas parce que les conséquences du réchauffement climatique, on l'entend tous les jours, sont pires que celles prévues. Et c'est vrai que quand on passe des épisodes, on a le sentiment qu'on va pas assez loin. Mon sentiment, je crois qu'effectivement, il faut qu'on aille beaucoup plus en profondeur dans le changement, la transformation de la société, pas simplement par des lois et des décrets. Nous devons engager tous les acteurs de la société. On parle beaucoup de territoires, les collectivités locales, donc le gouvernement mais n'en fait les pas assez. entreprises. Il faut en faire plus, c'est ce que vous dites. Ce n'est pas qu'une question politique. Je crois que c'est un état d'esprit. À un moment, si ce qu'on appelle la responsabilité sociale et environnementale, tiens, chiche, appliquons-le au municipal. On disait dans toutes les villes de plus de 30 000 habitants, tous les ans, elles doivent fournir un vrai bilan et faire un bilan sur 5 ans. Si les entreprises étaient plus incitées, et je ne suis pas dans... Vous savez, le nommer et dénoncer, le name and shame, mais je crois qu'il faut aussi qu'on mette la pression sur les acteurs. Pas simplement la loi ne résout pas tout. Eh bien, puisque vous parlez de ces villes, on va aller à Uzès dans quelques minutes, puisque depuis hier ont lieu les assises des petites villes de France. Édouard Philippe était présent à l'ouverture de ces assises. Il a présenté un acte 2 du quinquennat tourné vers les territoires. On l'écoute. L'acte 2 de ce quinquennat est celui des territoires. De tous les territoires, de toutes les communes. Ça implique de poursuivre le déploiement d'outils que nous avons mis en place. Cela implique également d'aborder certains sujets, je pense aux questions institutionnelles ou à celles de la présence de l'État dans les territoires, sous des angles qui sont radicalement différents. Et on va tout de suite prendre donc la direction d'Uzès, dans le Gard, où se tiennent ces assises des petites villes. Alexandre Poussard, vous suivez ces assises pour Public Sénat. Alors, comment les élus des petites villes ont accueilli ce discours d'Édouard Philippe hier ? Bien, Oriane, on peut dire que l'opération séduction d'Édouard Philippe a fonctionné à merveille. Quand il a dit cette petite phrase, l'acte 2 du quinquennat sera tourné vers les territoires, eh bien, il s'est mis toute la salle de son côté. Et il y a une réforme qui a particulièrement plu à ces élus des petites villes, c'est le nouvel acte de décentralisation. Une décentralisation qui sera un peu à la carte, spécifique à chaque territoire. Il y aura une grande consultation des élus qui sera lancée d'ici au printemps 2020. Écoutez sur ce sujet Pierre Jarlier, le maire de Saint-Flour dans le Cantal. Une chose est certaine, c'est que c'était un discours qui est extrêmement volontaire et qui nous dit bien qu'aujourd'hui, une politique d'aménagement du territoire, elle doit se faire de façon cousu main, en fonction de la diversité des territoires, avec la mobilisation de tous les acteurs. Et dans ce sens, je crois que ça va dans le bon sens. Et cette décentralisation, elle a été un peu trop verticale jusque-là. Aujourd'hui, je crois qu'il est important qu'on tienne compte de la spécificité des territoires, des difficultés des territoires, qu'on travaille sur des partenariats publics-privés et surtout sur de la contractualisation. Alors le Premier ministre a rassuré les élus sur le transfert de la taxe foncière aux communes pour remplacer la taxe d'habitation qui a été supprimée. S'il y a des communes qui se retrouvent avec des recettes fiscales inférieures à ce qu'elles avaient avant, eh bien, elles seront intégralement compensées. Des élus rassurés mais qui auraient aimé un peu plus de précision sur l'action spécifique qui va être portée en faveur des petites villes. Écoutez sur ce sujet Éric Houlet, le maire de Lure en Haute-Saône. Il y a un certain flou dans les intentions. Le Premier ministre a annoncé un plan spécifique pour les cœurs de petites villes avec une lettre d'engagement, mais on n'en connaît ni le contenu précis, ni les moyens qui seront dévolus à ce plan. Et donc on reste quand même un petit peu sur la réserve. Et notez qu'aujourd'hui, c'est au tour du président du Sénat, Gérard Larcher, de s'adresser aux petites villes de France. Merci beaucoup Alex et on vous retrouve un petit peu plus tard dans cette émission avec à votre micro le président de cette association des petites villes, Christophe Bouillon. André Gattolin, on entendait à l'instant Édouard Philippe et les explications d'Alexandre Poussard. Un acte 2 du quinquennat tourné vers les territoires, dit le Premier ministre. Vous ne l'étiez pas assez jusqu'à maintenant ? Je pense qu'il y a eu, dès le début du nouveau quinquennat, des mesures qui ont été annoncées, notamment pendant l'été, sur la taxe d'habitation, sur la réduction des dépenses de certaines collectivités territoriales, compris
à rebrousse-poil les élus. À ça, c'est ajouter une volonté de désintermédier la société, les syndicats, les corps traditionnels. On se rend compte qu'ils existent et qu'il faut faire avec eux. Mais c'est pas simplement faire avec eux. Il faut aussi transformer. Moi, je suis pas contre un acte X de la décentralisation. Je pense qu'à un moment aussi, il faut quand même qu'on recrée de l'intérêt général. Ce n'est pas parce qu'on veut avoir des territoires avec des gens élus et légitimes sur ce territoire qu'on va pouvoir mettre en place n'importe quelle politique. Il faut avoir une vue d'ensemble à des niveaux supra-local, notamment régional. Je pense que moi j'attends, et c'était notamment dans les écrits du président de la République dans Révolution, il disait que les régions devaient être aussi le cœur de la décentralisation. Je pense que c'est important de parler aux maires, mais il faut penser l'organisation et faire en sorte aussi qu'il y ait une vision globale et que chacun dans son fief, qu'on ne retourne pas au territoire fief, parce que là, à mon avis, c'est une forme d'éclatement. On a l'impression qu'Emmanuel Macron et l'exécutif ont changé de philosophie. Avant, c'était plutôt le président des métropoles, Emmanuel Macron, et aujourd'hui, il s'adresse beaucoup à la ruralité, à les territoires ruraux. Pour vous, c'est pas le bon discours ? Non, si, je pense qu'il fallait le faire, mais je crois que déjà, on a exagéré le contraste entre le Macron des champs et, comme on dit, la Marine des villes. Quand vous regardez les résultats des élections, il n'y a pas non plus un gap, il n'y a pas une absence territoriale du vote en marche dans les campagnes ou dans les zones rurales. Mais c'est vrai qu'il y a une question, il y a une partie de la société qui voit une dynamique de globalisation, de renforcement des grands centres nationaux, régionaux, et qui a le sentiment d'être laissé pour compte. Il faut leur dire que l'un ne va pas sans l'autre. Ce n'est pas la France des terroirs qui va redresser la France, parce que là, ça rappelle un discours du début du XXe siècle un peu inquiétant, mais la France qui se construit, et qui se construit aussi en grande partie autour de ses métropoles, ne peut pas faire aussi sans ce qu'on appelle, de manière un peu péjorative, son arrière-pays. Il faut qu'il y ait un continuum qui soit construit. Allez, on va continuer à parler des élus locaux, puisqu'un colloque sur la rémunération des élus se tenait hier au Sénat. On en parle avec notre journaliste parlementaire, Quentin Calmet. Et je le disais, Quentin, bonjour. Bonjour Ariane, ravi d'être avec vous. Mais ravi, on est ravis que vous soyez là, Quentin. Un colloque avait donc lieu au Sénat hier sur cette rémunération des élus locaux. Tout à fait, un colloque organisé par Éric Kerrouche. Vous allez le voir, c'est un sénateur socialiste. Un colloque qui rassemblait surtout des universitaires, car cette question, elle est peu examinée par les chercheurs. C'est un sujet qui est tabou, selon Éric Kerrouche. Et lui, il dit pourtant qu'il faut absolument dédramatiser la question et le débat sur la rémunération des élus, car il faut travailler sur l'acceptabilité, je cite, de la rémunération de l'activité politique. Je vous propose d'écouter Éric Kerrouche. Il était hier sur notre plateau, il répondait aux questions de Rebecca Fitoussi. Nous avons un besoin d'expliquer ce que nous faisons et surtout dire aux gens que la rémunération, ce n'est pas la rémunération des élus qui sont actuellement présents. C'est tout simplement la capacité pour chacun et chacune des Français de pouvoir se présenter et d'accéder eux aussi à un poste politique qui leur garantit une forme d'indépendance financière dans le temps. Tout à fait. Voilà, c'est une question qui nous concerne tous, nous, parce que nous pourrions tous être élus un jour. Alors, comment ça marche actuellement ? On va regarder le cas des maires. Prenons par exemple les indemnités des petites communes. Regardez, vous allez le voir. Les chiffres, ils sont assez éloquents. C'est au total moins de 700 € bruts par mois d'indemnités dans les petites communes avec moins de 500 habitants. Jusqu'à 1000 habitants, c'est 1205 € bruts par mois. Ça fait 1050 € net par mois jusqu'à 1000 habitants. Et 2000 à 3499 habitants, 1672 € bruts par mois. C'est peu lorsque l'on n'a pas d'activité professionnelle. Donc ça signifie qu'on ne peut pas vivre uniquement de ces indemnités et qu'il faut donc absolument être soit retraité et avoir donc une pension de retraite. Sinon, on ne peut pas se suffire de ces indemnités. Et cette question, elle pose donc le problème de cette rémunération des élus. Écoutez, Philippe Dallier, c'était également sur notre plateau cette semaine. Dès qu'on parle d'indemnité des élus, on est regardé. Mais pourquoi ? Parce que c'est comme ça, parce que les élus sont tous pourris, tous trop payés, ne font rien, etc., etc. Ça, c'est ce qui se dit sur le trottoir.
Voilà, et c'est ce qui peut expliquer qu'en fait, les maires, leur moyenne d'âge, elle est de 62 ans et qu'en France, l'an dernier, on comptait seulement 36 maires de moins de 30 ans. Merci beaucoup, Quentin. On vous retrouve tout à l'heure. André Gatolin, ce que disait Quentin, ça vous a fait beaucoup réagir. Hein. Cette question de la rémunération des élus, c'est aussi ça qui participe peut-être à ce découragement des maires? Oui, alors on est parti ces dernières années dans un discours fou. Moi, je suis pour la transparence, mais la transparence amène toujours les personnes à comparer leur situation personnelle à celle de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. La réalité, c'est que depuis que la République est République, la question de l'indépendance financière des élus, le fait qu'ils ne soient pas exclusivement issus de l'aristocratie ou de la haute bourgeoisie au XIXe siècle, et le fait qu'ils soient indépendants des puissances d'argent, supposait qu'il y ait cette autonomie financière. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est battu en brèche par un discours, je vais dire, populiste à l'endroit des élus, qui pose un problème. Et le problème est renforcé aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus de cumul des mandats. Donc souvent, les gens s'arrangeaient avec 2 mandats, parfois 3, à se faire un salaire, on va dire plutôt une indemnité honorable. Aujourd'hui, il faut repenser cela parce qu'un jeune qui se présente dans une petite commune, qui va s'investir par rapport à sa vie familiale, sa vie professionnelle, il n'aura d'autre issue que d'aspirer à un mandat départemental, régional et national, parce que c'est une évolution de vie naturelle. Quand vous commencez un salaire, vous ne voulez pas n'importe où terminer au même salaire à la fin de votre vie et avoir ruiné votre vie personnelle. Donc ça construit à des carrières politiques qui sont dangereuses, là où précisément les gens veulent s'impliquer uniquement, mais honnêtement, dans des conditions correctes dans la vie locale ou municipale. Allez, André Gatolin, tous les jours, vous le savez, dans cette émission, on se rend dans une rédaction locale. Et aujourd'hui, direction Grenoble, chez nos partenaires du Dauphiné. Bonjour Stéphane Pulz, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Stéphane, vous allez nous parler sport, vous allez nous parler rugby, puisque c'est aujourd'hui que débute la Coupe du Monde de rugby au Japon. Et votre région, eh bien, on le sait peut-être moins, mais c'est aussi une terre de rugby. Oui, tout à fait. Quand on pense rugby, on pense sud-ouest. Et en réalité, le sud-est aussi pense rugby, vit rugby. On a une culture rugby dans nos régions, dans nos villages surtout. Évidemment, on pense à Bourgoin-Jallieu, on pense à Grenoble. Mais il faut savoir que chaque week-end, on a énormément de matchs dans le monde amateur avec des fiefs de rugby comme Chambéry, comme Romans, comme Lavoult, comme Valence. Donc c'était une évidence pour nous, évidemment, de faire gros sur la Coupe du Monde de rugby qui démarre tout à l'heure avec le match d'ouverture Japon-Russie. Que de rugby sur le plan sportif, hein, Stéphane, dans votre journal. Je crois que vous parlez aussi des conséquences, peut-être sur la société, sur l'économie, c'est ça ? Oui, le rugby est important. Évidemment, dans notre région, on avait un grand argentier à Grenoble qui s'appelait Serge Kampf, le patron et le créateur de Capgemini, qui a beaucoup œuvré pour le rugby, qui a beaucoup œuvré pour une équipe comme Grenoble. C'est vrai que c'est un tissu économique très dense, très développé dans la cité, dans les cités alpines. Le rugby génère évidemment de l'engouement, mais aussi de l'engouement économique avec un tissu très développé dans nos régions. Merci beaucoup. Merci Stéphane d'avoir été avec nous ce matin. C'est à lire donc dans le Dauphiné, dans votre édition du jour. Un grand merci à vous. C'est Coupe du Monde de rugby, André Gatolin, vous allez la suivre. Vous êtes fan de rugby, vous ? Ça me touche parce que je suis natif de Bourgoin-Jallieu. J'ai passé les 20 premières années de ma vie en Isère et j'y ai toute ma famille, mes parents, ma sœur. J'ai joué au rugby quand j'étais au lycée. J'avais des cousins qui habitaient Bourgoin-Jallieu. Et c'est une culture incroyablement populaire et presque identitaire, hein, dans des pôles en Isère, mais dans la région. Le journaliste du Dauphiné a parlé de Romans, de Grenoble, de Chambéry. Oui, c'est quelque chose de fort. Et puis, il ne faut pas oublier que dans quelques années, la France va accueillir sur son territoire, pour parler de territoire, la Coupe du Monde de rugby. Donc, évidemment, je regarde ça avec un grand œil de sympathie. Allez, vous serez devant votre télé ce week-end. On va maintenant passer à la revue de presse de votre département, André Gatolin, du côté des Hauts-de-Seine, avec Quentin Calmet.
Quentin, rebonjour Quentin, et on commence ce matin par l'actu.fr avec une question insolite, Quentin, où ramasser les déchets samedi dans les Hauts-de-Seine? Tout à fait, demain c'est le World Cleanup Day. Alors qu'est-ce que c'est que le World Cleanup Day en bon français? C'est la journée mondiale du nettoyage. Et ça peut sembler comme cela insolite, mais en vrai c'est un grand événement. L'an dernier, ce sont 200 000 personnes qui avaient participé à l'événement en France, dans 3000 sites différents. L'idée c'est qu'il y a un site sur lequel vous pouvez créer un événement pour vous donner rendez-vous et nettoyer des endroits qui sont particulièrement dégradés. Et donc, on le voit sur l'actu.fr ici, certains événements ont été recensés dans les Hauts-de-Seine, votre département. Et puis toujours dans les Hauts-de-Seine, Quentin, on parle également dans Libération aujourd'hui de cette fusion entre les deux départements, Hauts-de-Seine-Yvelines, on en parlait déjà hier. Oui, tout à fait, et parce que Europe 1 a cru savoir que l'Élysée avait donné son go pour cette fusion. Une information démentie auprès des équipes de publicsénat.fr par le cabinet de Sébastien Lecornu. En attendant, le quotidien Libération, il analyse ce qui se joue en coulisses avec cette fusion. Elle est souhaitée par les deux présidents des départements, mais derrière tout cela, raconte l'article, il y a aussi la question des accords électoraux en vue des municipales et des départementales, et notamment entre élus de droite Macron compatibles et La République en marche. André Gattolin, merci Quentin. André Gattolin, c'est pas qu'économique cette fusion, c'est aussi politique. C'est politique évidemment. Alors moi je tire le signal d'alarme depuis déjà de nombreuses années, avant l'arrivée d'En Marche, puisque j'ai fait beaucoup de questions écrites sur lesquelles les différents gouvernements m'ont répondu de manière extrêmement floue. Il y a cette volonté de deux présidents de département. Il se trouve qu'hier soir j'étais à Boulogne avec le président de Védjan, avec qui on a toujours des échanges agréables, pondérés et charmants. Je comprends son projet. Moi je pose la question, c'est que si on prend deux des départements les plus riches, c'est pas simplement l'alliance des riches, ça veut dire qu'on aura un budget fusionné, allez, en gros de 3,5 milliards, 4 milliards, alors que le budget de la région, de l'Île-de-France, est de 5 milliards. Alors, quelle organisation territoriale veut-on? Je crois, et je le dis, là aussi, mea culpa au niveau d'En Marche. Nous sommes partis, après l'élection, dans un débat, une réforme de la réorganisation de la métropole du Grand Paris, parce que la manière dont elle avait été faite et découpée excluait les grands aéroports. C'était un découpage politique. Le gouvernement socialiste espérait avoir un découpage qui lui donnerait la majorité. Tel ne fut pas le cas. Mais nous n'avons pas approfondir la réflexion. Aujourd'hui, de fait, 80% en gros des secteurs d'activité d'action des deux départements sont déjà fusionnés. Fait-on marche arrière? Arrêtons la machine. J'ai rencontré Sébastien Lecornu à son ministère avec les autres parlementaires des Hauts-de-Seine de la majorité. Nous, on n'est pas très favorable en l'état de la fusion, surtout s'il n'y a pas de schéma global pour l'ensemble de la région parisienne. Un mot rapidement avant de se quitter, André Gattolin, sur votre livre. Je crois que vous écrivez un livre sur le Brexit. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors il se trouve que un éditeur belge, Nevi Cava, et une connaissance journalistique, Richard Verly, correspondant à Paris du Temps, m'ont dit mais ça serait bien de faire un bouquin dans une collection qui s'appelle L'âme des peuples sur l'âme européenne. Et l'idée, c'est de se dire quelles sont les grandes questions existentielles qui se posent à l'Union européenne après le Brexit, parce que c'est la première fois. On a eu une construction européenne qui n'a cessé de s'étendre, et là, on a une rupture. Où va l'Europe et comment peut-on, d'une certaine manière, refonder avec les Européens et pas seulement les États européens, l'idée européenne. Donc ça devrait sortir après le Brexit, quand on saura sa nature et la date. Écoutez, on le lira, vous reviendrez pour nous en parler. Merci beaucoup André Gattolin d'avoir été avec nous ce matin. Dans 2 minutes, nous recevons l'invité politique. Ce matin, c'est Éric Coquerel, le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Nous parlerons bien sûr du procès Mélenchon, mais pas que. Nous parlerons également de cette rentrée sociale et des réformes à venir. Mais vous le savez, ce week-end, ce sont les journées du patrimoine. L'occasion pour vous peut-être de venir visiter le Sénat et de découvrir ou redécouvrir son jardin ouvert au public. Pour Public Sénat, Jonathan Dupriez a réalisé un reportage sur ce jardin, Les Amoureux du Luxembourg. Regardez un extrait.
Mais vous voyez l'intimité ici, la tranquillité, l'intimité, vous êtes complètement à l'opposé de l'autre partie du Luxembourg où il y a toutes les statues, les bassins, les massifs de fleurs. Là, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de couleurs. Et c'est ça qui est bien. Enfin, c'est ce que j'aime. La première fois que je suis venu en tant que peintre, comme ça, là, me balader, j'ai vu ces perspectives qu'on voit là, ces allées que je fais, avec ces dizaines de chaises enchevêtrées. Et là, tout de suite, elles m'ont parlé. Et je ne pouvais pas avoir cette sensation en rentrant par l'entrée principale du jardin, du boulevard Saint-Michel ou autre. J'aime beaucoup, hein, avec le bassin et tout, j'aime beaucoup. Mais alors, vraiment, qu'est-ce que je m'en fous Voilà, je vais me focaliser sur mes 2 petites chaises amoureuses. C'est quoi des chaises amoureuses? Ben, c'est très parlant, vous voyez 2 chaises, l'une à côté de l'autre bien collées, ben, il y a eu quand même des gens qui se sont rapprochés là. Je préfère imaginer que c'est des gens qui ont flirté, qui s'aiment, qui se retrouvent, plutôt que 2 personnes qui sont venues régler des comptes et s'engueuler. Donc c'est à moi de... Chacun imagine hein, comme il veut. C'est devenu des copines et puis on se parle en silence. C'est un peu con, hein, mais c'est vrai. Vous n'arrêterez jamais Non, non, mais non, ça fait partie de la famille. Voilà, je communique avec elle, c'est évident. Notre invité politique ce matin, c'est Éric Coquerel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Vous êtes avec nous pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec les télés locales, les Indes radios et la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Fabrice Vessaredon. Bonjour Henriette. Bonjour Fabrice, merci d'être là. Vous êtes journaliste au groupe EBRA, qui représente donc les journaux de tout l'Est de la France, je le précise. Merci d'être là Fabrice. Éric Coquerel, on va commencer par l'actualité, hein, bien sûr, qui concerne votre parti. C'est ce procès de Jean-Luc Mélenchon qui a débuté hier. Il comparait pour acte d'intimidation contre l'autorité judiciaire, rébellion et provocation. C'était lors de la perquisition mouvementée au siège du parti de la France Insoumise. Est-ce que, après le premier jour de procès, en entendant ce qui s'est passé hier, vous direz encore que c'est un procès politique? Ah oui, incontestablement. Alors d'abord, c'est pas que Jean-Luc Mélenchon, c'est Jean-Luc Mélenchon et 5 autres personnes. Et 5 autres personnes. Je le précise parce que dans les 5 autres personnes, il y a 3 autres députés, européens, 2 autres députés. Et le fait que des députés ensemble, sur ce genre de thème, il y a déjà eu des députés individuellement qui se retrouvent en correctionnel sur des affaires plutôt de droit commun. Alors ensemble, sur ce type de questions, ça c'est vraiment une première dans la Ve République. Bon. Et donc... oui, c'est un procès politique. En quoi c'est un procès politique? C'est le fait que nous avons été traités depuis le début de cette affaire de manière totalement partiale. Bon. Et si nous avons été traités partial, nous le disons, ça a été par un système qui est le système en gros des procureurs, du parquet, qui est en lien direct avec le ministère. Vous savez que depuis 2014, il y a une circulaire qui notamment enjoint au ministre, quelque part, et au procureur, de se tenir informé des affaires dès lors que c'est des personnes sensibles, des élus, par exemple, dès lors que médiatiquement, ça peut être une affaire importante. Donc, depuis le début, nous disons que Mme Belloubet est évidemment au courant de tout ce qui se passe, des perquisitions et de la suite. Donc, à partir de là, oui, c'est un procès politique, parce que nous n'avons rien à... Enfin, déjà, il n'y aurait pas dû avoir ces perquisitions telles qu'elles ont été faites, sans nous prévenir, avec cette espèce de déploiement policier, comme si on était du grand banditisme, avec le fait de, j'allais dire, le fait de se retrouver dans des situations où on empêche des élus et des responsables de mouvement d'assister à la perquisition. Enfin, tout ça est complètement lunaire par rapport à ce qui était le fond de l'affaire. Et donc, nous disons que tout ça est fait pour nous affaiblir. Oui, ça, c'est un procès politique. Est-ce que, en même temps, c'est pas un petit peu à la mode de dénoncer un procès politique dès qu'un élu se retrouve dans la justice? Non. On a eu il y a quelques jours, quelques heures, le procès Balkany sur des faits qui sont différents. Ça n'a aucun rapport. Hein. Ça n'a aucun rapport, mais on a dénoncé aussi
ils ont oui, aussi un procès d'ailleurs, politique. Dupond-Moretti, d'ailleurs, le même qui inverse les choses. Oui, un grand ami de M. Mélenchon. Oui, c'est surtout un mercenaire attiré par la lumière, à mon avis. Alors, on va préciser, Dupond-Moretti, qui est l'avocat de Patrick Balkany et qui, dans votre procès, est l'avocat qui des utilise des arguments un jour, des arguments le jour. Alors, vous me direz, c'est le propre des avocats, mais lui, il le fait de telle manière que je trouve que ça va un peu loin. Mais enfin, bon, ça le regarde. Les faits sont néanmoins là. Une séquence vidéo est diffusée depuis un an. Elle montre un homme politique, en l'occurrence votre chef de file, face à un magistrat. Les faits sont là, quand même. Bah, écoutez, les faits sont là, mais sauf que les faits, on peut les regarder de manière différente. Déjà, une première chose, les faits sont là. Vous et moi, pendant un an, alors moi j'étais sur place, mais vous, puisque vous n'y étiez pas, pendant un an, vous avez regardé cette affaire à partir d'un condensé d'images fait par notamment la chaîne Le Quotidien qui suivait, où en gros 1h30 d'événements étaient condensés en 2 minutes. C'est-à-dire la colère de Jean-Luc et notre colère était... on avait l'impression que c'était la seule question, la seule affaire de cette situation. Ah là, on ne voyait pas. Donc là, maintenant, toutes les images ont été diffusées. Vous allez hier. avoir satisfaction, et je peux vous assurer... l'ensemble de la séquence va être diffusée. Mais bien sûr. Et qu'est-ce qu'on voit? Et j'espère du coup que le juge, c'est-à-dire le tribunal, le juge de siège ne suivra pas les procureurs là-dessus. Parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit des personnes qui veulent rentrer. D'accord, dans un siège pour assister à une perquisition. Pourquoi voulons-nous rentrer notamment? Pourquoi Jean-Luc Mélenchon veut rentrer? Parce que vous savez qu'il y a des fichiers dans les sièges. Par exemple, il y a 500 000 adhérents qui sont enregistrés dans un ordinateur au siège France Insoumise. Et nous avons, nos adhérents, enregistré dans l'ordinateur au siège du Parti de gauche. Je m'excuse, c'est compliqué, mais vous savez que le Parti de gauche est une composante de France Insoumise. Bien. Et donc, ne serait-ce que pour ça, ne serait-ce que pour voir si il n'y a pas justement le fait d'aspirer ces fichiers, comme ça a été fait ailleurs, eh bien, nous voulons y assister. On nous l'empêche. On empêche Jean-Luc Mélenchon et notamment M. Pignerol, qu'on voit sur les images, qui est un des responsables des deux associations qui avaient été domiciliées rue de Dunkerque, on les empêche d'entrer. Tout vient de là. Tout vient de là. Et à partir de là, vous pouvez regarder toutes les images. On les a décortiquées hier. Il n'y a pas de violence. Il n'y a pas d'intimidation. Il n'y a aucun policier qui explique qu'il s'est senti menacé par son intégrité physique. Alors, il y a une colère. Il y a Jean-Luc qui harangue, etc. Mais ça, ce n'est pas un délit. Donc, dans tous les cas, nous le disons, nous nous retrouvons face à une injustice. Je l'ai expliqué, c'est-à-dire traité de manière anormale. Non pas que nous voulons être traités différemment, mais traités de manière anormale. Et à partir de là, oui, il y a une réaction. Vous savez, moi, j'étais au siège du Parti de gauche. Laissez-moi juste finir. J'étais au siège du Parti de gauche juste après. J'ai demandé à rentrer. Je suis le coordinateur du Parti de gauche, donc le représentant légal. Je suis arrivé très aimable face aux mêmes policiers. On m'a empêché d'y rentrer. Donc, qu'on ne nous dise pas que c'est parce que nous aurions exprimé de la colère que nous n'aurions pas pu rentrer. On n'a pas voulu que nous rentrions parce que tout ça fait partie un petit peu de la manière dont ça a été mis en spectacle. Je parle par le pouvoir, je parle par ceux qui étaient là sur place et de manière souvent incohérente, qui ont placé les policiers, ce n'est pas eux que je reproche quoi que ce soit, qui ont placé les policiers, y compris dans une situation difficile, parce qu'ils n'avaient pas les bons ordres, parce que c'était incohérent. Voilà ce que nous dénonçons aujourd'hui. Alors, si on vous suit et si on écoute Jean-Luc Mélenchon, il a dit hier, le système veut m'écraser, veut nous écraser. Oui, ça me semble évident. Pourquoi ? Mais pourquoi vous croyez-vous que un peu partout dans le monde, la justice, à des degrés différents, je le dis tout de suite parce que vous allez dire c'est pas comparable, Bolsonaro, Macron, etc. Mais à des degrés différents, pourquoi aujourd'hui les régimes néolibéraux, en voulant imposer des politiques, des réformes de retraite injustes, c'est la même chose au Brésil, c'est une réforme de retraite injuste qu'on veut appliquer, ou en France, des politiques d'austérité, des politiques néolibérales qui sont de moins en moins acceptées, pourquoi croyez-vous qu'ils utilisent la justice et parfois aussi la police pour essayer d'affaiblir et parfois même, c'est pas le cas en France, mais d'éliminer leurs opposants. C'est vrai pour les syndicalistes en France. On n'est pas les seuls à vivre ça. Vous savez que tous les jours, il y a des syndicalistes qui se retrouvent en garde à vue pour un oui, pour un non, des journalistes, des gilets jaunes, des militants écologistes. Donc je crois qu'il y a une utilisation à un moment donné de l'appareil d'État et notamment d'une partie de la justice via les procureurs pour affaiblir les opposants. Voilà ce que nous disons. Moi, je dis qu'il y a... Aujourd'hui, vous dites que le président de la République cherche à affaiblir ses opposants. Et c'est pas nouveau parce que hier, par exemple, des images ont été diffusées sur... on a vu enfin des images. Et je m'exprime juste avant le fait de rentrer dans les images. Et qu'est-ce que je dis? Je dis exactement la même chose. Je fais le lien, par exemple, avec ce qui se passe au Brésil. Je fais le lien avec la manière dont le gouvernement réprime les mobilisations syndicales. Donc pour moi, c'est un tout. Mais c'est et je pense que c'est extrême dangereux. Non, vous avez entendu. Je vous ai dit que c'était des degrés différents, certes, mais c'est la même pente. Et vous savez,
Il y a un an, j'étais au Brésil, en mars 2018. D'accord, j'ai fait un meeting avec Lula. C'était un des derniers meetings où il était libre. Nous avons lancé le comité de soutien à Lula. Aujourd'hui, tous les journalistes, les hommes politiques en France disent ah oui, ce qui s'est passé pour Lula, c'est une injustice. On voit bien que celui qui l'accusait est devenu ensuite ministre de Bolsonaro. Tout ça est un coup monté, un coup d'état justice. Mais ce n'était pas la même musique il y a un an. Moi, je me rappelle, on me dit, ah oui, mais quand même, Lula, il exagère, parce qu'il est quand même pris dans une affaire de droit commun sur un immeuble, un appartement, etc., qui s'est révélé totalement faux. Donc, méfiez-vous. C'est-à-dire que la situation telle qu'on l'analysait au Brésil il y a un an et demi, c'est pas celle dont on voit aujourd'hui. Donc, je vous le dis, à des degrés différents, mais c'est la même pente. C'est une pente autoritaire et qui nous inquiète au nom des libertés publiques. Sur les faits. Vous êtes l'un des meilleurs communicants de la France Insoumise, c'est d'ailleurs votre métier, faut-il le rappeler. Enfin, je ne le vois pas très bien comme ça, je suis surtout un militant politique engagé. Aujourd'hui, vous êtes un militant politique engagé, professionnel de la communication, de formation. Est-ce que, quand vous conseillez Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, dans ce procès, est-ce que vous faites partie de ces gens qui lui disent « reconnais que ta réaction a été disproportionnée » ? Alors d'abord, je ne conseille pas Jean-Luc Mélenchon en communication. Vous l'avez dit, ça a été un de mes métiers, mais je ne pratique plus. Non, on a c'est pas du conseil en communication, on a des discussions politiques ensemble. C'est autre chose, d'accord. Et moi, je crois qu'il faut revenir. Jean-Luc, il a dit, il l'a exprimé. C'est quelqu'un à un moment donné qui exprime aussi des colères. Mais moi, je trouve que les colères sont saines quand on est face à une injustice. C'est le vrai Jean-Luc Mélenchon qu'on voit sur ces images. Bien sûr, vous croyez que c'est qui ? Mais bien évidemment. Vous croyez que par exemple, une question, on ne savait même pas que c'était la caméra du quotidien, qui n'est pas spécialement un média qui est tendre avec nous, d'accord, qui nous suivait. Donc vous ne croyez quand même pas que si ça avait été, comme vous dites, vous laissez entendre quelque chose de construit, les choses se seraient passées comme ça. Non, Jean-Luc Mélenchon, il se retrouve à 7h du matin, d'accord, avec des policiers qui viennent chez lui et qui le traitent comme un gangster. Pour 2 affaires, je vous rappelle quand même, signalement d'une députée d'extrême droite au Parlement européen, qui signale, dit-elle, pour faire à pied de nez à la justice, qui signale 18 autres députés. Pas un n'est perquisitionné. M. Jadot n'est pas perquisitionné. Il en faisait partie, heureusement pour lui d'ailleurs. Bon, on se retrouve donc avec une situation qui n'est pas normale. Deuxième fait, puisque les 2 affaires ont été liées, en plus on ne sait même pas pourquoi ce jour-là. Deuxième fait, un membre du comité national de comptes de campagne signale, après avoir validé les comptes de Jean-Luc Mélenchon, signale ses comptes. Il le fait aussi avec M. Macron. Il le fait aussi avec M. Hamon. Sont-ils perquisitionnés ? Non. Et nous, on est perquisitionnés sans même nous prévenir. Regardez les affaires de justice. Tout le monde vous dira que quand vous n'êtes pas prévenu pour une perquisition, c'est que vous avez affaire à une affaire extrêmement grave de grand banditisme. Est-ce que c'est le cas ? Donc, vous êtes réveillé à 7h du matin, vous vivez une injustice, on vous traite comme un gangster. Comprenez qu'à un moment donné, et vous apprenez au fur et à mesure que tous les vôtres, d'accord, des responsables, mais aussi à un moment donné des permanents de notre parti sont réveillés chez eux à 6h du matin. Mais bien évidemment que la colère monte. Vous arrivez dans votre siège et là on vous empêche de rentrer et il n'y a même pas un mot d'explication. Le magistrat dont on parle, d'accord, puisqu'on parle d'un procureur, vous savez qu'il s'est présenté comme ça, il n'a même pas dit « je suis le procureur ». Il pensait certainement que ça se voyait sur son front. Ben non, ça ne se voyait pas sur son front. Donc il n'y a pas un moment donné où, j'allais dire, celui qui a été candidat au président de la République, qui est député, voilà, député, on peut dire ce qu'on voudra, on a moqué la phrase « la République c'est moi », mais c'est la réalité. On a une part de souveraineté populaire que nous représentons et qui fait que, on a de ce point de vue-là, on attend au moins, au minimum, que des gens se présentent, nous expliquent pourquoi ils perquisitionnent, pourquoi ils nous empêchent d'accéder. Donc voilà, pour toutes ces affaires, j'espère bien qu'aujourd'hui, c'est mon dernier mot là-dessus, j'espère que le juge, j'en appelle à la justice, que le juge, et hier, il y a quelques éléments qui me donnent espoir, on verra bien, ne suivra pas le réquisitoire politique des procureurs qui sont en lien direct avec Mme Belloubet. Vous espérez la relaxe ? Ah oui, bien sûr. Dernier mot sur ce sujet, puisqu'un sondage paru hier soir au Doxa pour Le Figaro dit que 72% des Français ont une mauvaise ou une très mauvaise opinion de Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez bien que vous n'êtes pas suivi sur ce sujet. Ouais, j'ai pas vu le sondage. Apparemment, ça va mieux depuis juin 2019, c'est en remontée. Non, mais ça, écoutez, moi, je ne vais pas faire de la politique avec des sondages. Comment voulez-vous que nous n'ayons pas été atteints ? C'est même l'objectif, d'accord ? En termes d'images, par ces images qui tournent en boucle, on a l'impression on laisse penser que Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un qui ne se contrôle pas, violent, sans du tout le remettre dans le contexte que j'ai essayé de vous expliquer ce matin. Vous allez voir, les choses iront mieux, j'espère, dès lors que nous aurons été relaxés. Voilà. Et hier, apparemment, déjà, moi, j'étais pas hier après-midi, il a été, Jean-Luc, admirable face à Dupond-Moretti, dans une explication de la philosophie insoumise, qui, je crois, a étonné tous les gens qui étaient là, nos nombreuses personnes qui sont venues nous soutenir aussi. On dit qu'on est seuls, c'est pas le cas.
On voit que la base continue à suivre Jean-Luc Mélenchon, mais au-delà de cette base-là, vous avez un autre électorat à séduire pour les prochaines élections. Vous avez aussi une jeune génération pleine de talent. Je pense à des Quatennens, à des Ruffin, qui attendent là maintenant leur tour. Jean-Luc Mélenchon, c'est pas votre principal handicap pour la suite des opérations ? D'abord, ils attendent leur tour. On n'est pas une écurie présidentielle, nous. Je vous le dis comme ça. Nous, on veut faire la révolution citoyenne. On veut transformer les choses radicalement. Vous voulez le pouvoir quand même. Je vous explique, oui, d'accord, mais on a un dessein qui n'est pas le fait d'être une écurie présidentielle. Moi, j'ai jamais été au Parti socialiste, mais c'est entre autres une des raisons pour lesquelles la plupart de mes amis qui ont rejoint cette histoire en 2008, notamment Jean-Luc Mélenchon, sont partis du Parti socialiste parce qu'ils estimaient non seulement qu'ils avaient basculé dans le social-libéralisme, mais qu'en plus, ce n'était plus que des écuries présidentielles. On veut changer, on veut passer à une 6e République, on veut transformer de fond en comble les institutions. Donc, il n'y a pas cette espèce de chose où Adrien, que je vois là en photo, serait là dans la salle d'attente en train d'attendre de prendre la place de Jean-Luc Mélenchon. On est au poste de combat tous, on le mène. Moi, si vous voulez mon avis, je pense que Jean-Luc reste notre meilleur candidat pour 2022. Parce que ce n'est pas seulement notre meilleur porte-parole, mais c'est celui aujourd'hui qui continue, je dirais, à développer à la fois une stratégie, à développer un projet. Et je crois que c'est celui qui serait le plus à même, justement, de nous permettre, dans le cadre de la Ve République, d'avoir un élu président de la République et de changer les choses. Un président révolutionnaire. Bien sûr, de révolution citoyenne, je précise, par les urnes de manière démocratique. Allez, on va passer à la rentrée sociale. Éric Coquerel a commencé par la réforme des retraites. Emmanuel Macron lancera la consultation citoyenne sur ce sujet la semaine prochaine. Des manifestations auront lieu ces prochains jours à l'appel de différents syndicats. Vous y serez ? Oui, bien sûr. Demain, déjà, celle de J'y Force serai ouvrière. demain. Alors, demain, c'est sur le climat principalement, mais si je peux, j'irai voir Force ouvrière. Mais juste un petit note, ça serait bien. Je sais que nous, on ne se mêle pas des affaires syndicales, mais comme des fois, ils se mêlent des affaires politiques. Mais ça serait bien qu'ils soient tous ensemble, quoi. Voilà, je pense que plein de gens attendent ça. Plein de gens attendent la convergence et au moins déjà la convergence syndicale sur les retraites. Bon. Mais on prendra ce qui prendra. Donc on prendra Message les manifestations. à Force ouvrière, à la CGT, arrêtez de vous diviser. Oui, alors je ne sais pas enfin, j'ai pas envie de juger, mais tout le monde aspire à ce que tout le monde soit ensemble. Voilà, déjà. Deuxième chose, moi, il y a quelque chose qui me donne beaucoup d'espoir. Là, ça a été à mon avis, le fait de la semaine dernière, c'est la grève RATP, qui a été extrêmement suivie. Il y a bien longtemps qu'une grève dans un secteur n'avait pas été aussi suivie. Et là, il y a deux enseignements. La grève, ça sert. D'accord ? Donc, je veux dire, c'est pas rangé sur une bibliothèque du passé, ça sert, et c'est même l'arme principale des travailleurs, c'est souvent l'expression que j'utilise. Et deuxième chose, à mon avis, les retraites, le gouvernement est mal. Parce que les Français ne se laissent pas berner par un projet de réforme qui, en réalité, vise à diminuer les pensions de retraite, mais aussi à rallonger considérablement le départ à l'âge de la retraite. Et je pense que les mobilisations sont devant nous. Il y a la santé aussi qui continue à se mobiliser, qui le 26 va être dans la rue. Donc voilà, je crois que ça c'est un des principaux phénomènes de ce mois de septembre. Mais le gouvernement est mal, ça veut dire quoi, Éric Coquerel ? Ça veut dire pour essayer de passer ces projets qui cassent ce qu'il reste d'acquis sociaux dans ce pays. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il sera comme tout gouvernement. Si à un moment donné, il y a beaucoup de monde qui se mobilise, qui font grève, il sera obligé de lâcher. Donc, ça veut dire quoi ? Attention à la colère sociale ? Attention à ce que ça peut mais elle est là, la colère. Non, mais la colère sociale, elle est déjà là. Ça, il suffit d'aller dans la rue tous les jours, dans le métro, comme moi je le suis, je vois les gens, ils sont en colère. Simplement, pour l'instant, ça a eu du mal à s'exprimer et à considérer qu'on pouvait transformer les choses. Si on commence à avoir des secteurs qui, quand ils se mettent en grève, sont non pas 10, 15, 20% de grévistes, mais alors paralysent absolument un secteur, et que les gens, parce que c'est ce que j'ai vu dans les sondages, les approuvent, parce qu'ils voient bien qu'ils se battent pour l'intérêt général. Là, je pense que le gouvernement a du souci à se faire. Ça peut être sur le champ social, sans compter que les Gilets jaunes continuent à se mobiliser. Et justement, les Gilets jaunes, vous en êtes où avec eux ? Vous leur apportez votre soutien entier ? Bien sûr. Ils ont quand même un peu loupé leur rentrée ? Je ne sais pas, écoutez, on verra le 21 septembre. Là, Vous savez, les Gilets jaunes, moi je crois qu'il ne faut pas tant regarder ou seulement regarder les manifestations. Je pense que c'est aussi un esprit. Par exemple, dans les mobilisations de la santé, aujourd'hui, il y a ce que nous on appelle une auto-organisation. C'est-à-dire les gens n'attendent pas les consignes venues, ils se mettent en mobilisation, ils se réunissent entre eux. C'est un peu un esprit gilet jaune, c'est-à-dire d'auto-organisation de gens qui décident de compter sur leur propre force et qui décident de leur propre forme de mobilisation. C'est un peu ce qui se passe dans la santé. Donc je ne sais pas si c'est le mouvement des gilets jaunes en tant que tel que l'on entend, avec des gens avec cette blouse jaune qui parviendra à
relancer des manifestations de masse, mais en tout cas, cet esprit-là, c'est-à-dire un esprit de contestation, de révolte, d'auto-organisation, de bousculement des institutions, du système social, je pense que ça, il est bien ancré dans le pays et qu'il va irriguer, à mon avis, toutes les mobilisations sociales. S'il y a une convergence, si on arrive à une convergence entre tout ça, c'est-à-dire ce qui se passe en termes de grève, dans les secteurs, sur les questions de santé, de retraite, ce qui se passe avec les Gilets jaunes, là, je crois qu'il peut y avoir des bouleversements. Et en tout cas, M. Macron peut être contraint de changer, non pas de politique, mais de freiner ce qu'il est en train de faire. Oui. Autre sujet de préoccupation, j'imagine, chez vous, c'est l'électorat vert, écolo. Vous avez tenté ces dernières années d'inscrire l'écologie dans l'ADN de la France insoumise. Comment ça se passe avec Europe Écologie Les Verts? Est-ce que vous pouvez espérer travailler avec eux, notamment pour les prochaines échéances, les municipales? Dans certains endroits, oui. Moi, par exemple, c'est possible, oui, bien sûr, oui, dans les endroits où ils sont d'accord pour qu'on essaye de... Parce que ça, c'est ce qu'on veut faire, des listes citoyennes, d'auto-organisation, qui là aussi, justement, comme je vous le disais précédemment, permettent aux gens de s'occuper de leurs affaires pendant la campagne, mais aussi pendant le mandat électoral. C'est-à-dire de ne pas attendre que tout vienne d'une liste élue, mais par des formes de démocratie directe puisse intervenir. Oui, je le pense. Donc, par exemple, je prends l'exemple de Saint-Ouen, qui est sur ma circonscription. On est en train d'essayer de monter une liste citoyenne. Et j'espère bien que parmi les forces qui soutiennent, non pas qu'ils se mettent autour de la table pour se partager les postes, mais qui soutiennent cette démarche, il y aura Europe Écologie. Voilà, il y a un certain nombre d'endroits, je pense qu'on pourra faire des démonstrations avec eux, mais pas que. Un mot rapidement, Éric Coquerel, il nous reste très peu de temps. Je veux vous entendre sur ces phrases prononcées par Éric Macron au Time Magazine. J'ai probablement donné l'impression que je voulais réformer contre le peuple, a-t-il dit. Il dit notamment, bien que la crise des Gilets jaunes, finalement, elle a eu du bon pour lui, puisqu'elle a forcé à changer d'attitude. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos ? Oh, c'est comme d'habitude, c'est la communication. D'abord, c'est pas réformer, c'est casser. C'est casser les choses. D'accord ? Réformer, ça, c'est la novlangue néolibérale qui laisse penser qu'on améliore les choses en les cassant, le système de retraite, la protection sociale, etc. Et deuxième chose, ça c'est du Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il dit ça, mais d'un autre côté, il continue plus belle. Il prépare un projet des retraites qui ne vise qu'à rallonger la durée de travail. Il prépare toujours des privatisations encore. Là, on parle d'EDF plus tard. Donc en réalité, il ne change pas, il change juste les mots pour enlever ça, parce que c'est un tacticien. Et il y a une chose que je reproche là à Emmanuel Macron, je voudrais le dire avant la fin de l'émission. Je trouve que la façon de relancer la question du débat sur l'immigration le 30 septembre, d'accord, en laissant même suggérer qu'on pourrait revenir sur l'AME, c'est-à-dire le minimum de soins qui est fait aux populations les plus déshéritées et qui est absolument nécessaire et qui était une revendication du Front National, d'accord. En faisant ça, je pense qu'il est en train de donner, à la fois de faire un pari très, très politicien, mais j'allais dire de ne pas rendre service au pays. La question principale de notre pays, c'est pas l'immigration. La question principale, ce sont les inégalités, c'est le chômage, ce sont les services publics qui manquent. Et je crois qu'à vouloir contourner ce problème en nous remettant le débat sur l'immigration, en espérant un jour se retrouver face à Marine Le Pen à nouveau pour être élu, c'est un fort mauvais pari. Merci beaucoup, Éric Coquerel. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Fabrice Vessard-Redon. À très vite. Lundi prochain, Éric Coquerel, à votre place, ce sera Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. N'hésitez pas à lui poser vos questions à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Et c'est maintenant l'heure du Club des Territoires, notre bande de journalistes qui débattent de l'actu. Public Sénat. Avec le soutien de la Mutuelle Nationale Territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et en partenariat avec la presse quotidienne régionale et les télévisions locales, vous présente le Club des Territoires. Et dans quelques instants, nous accueillerons notre bande de journalistes, comme tous les jours, avec laquelle nous parlerons notamment de ce sondage exclusif BVA pour Public Sénat et La Tribune sur les municipales à Montpellier. Mais vous le savez, le Club des Territoires débute par notre reportage en région, parce que l'actualité, ça se passe chez vous. Toute la semaine, vous l'avez suivi, ces reportages de Jonathan Dupriez et Quentin Calmet dans le Puy-de-Dôme pour comprendre le malaise des maires. On va le voir avec vous, hein, Jonathan. Bonjour. Bonjour d'abord. Marianne. Merci d'être avec nous ce matin. On a vu vos reportages, bien sûr, tout au long de la semaine dans cette émission. Les maires, on l'a vu, ils attendent désormais des actes
concrets de la part du gouvernement. Ils attendent des actes concrets, c'est une certitude, mais voilà, cet été, on a toute une série de faits divers qui ont mis une nouvelle fois en lumière les difficultés dans lesquelles peuvent exercer les maires. Donc ils ont été à la une, mais ce malaise, finalement, il date d'assez longtemps. Être maire, on le sait, c'est un engagement, c'est très important, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et souvent, il y a aussi peu de reconnaissance derrière. Donc les maires qu'on a rencontrés toute la semaine dans ce feuilleton dans le Puy-de-Dôme, ils comptent beaucoup sur le projet de loi qui va arriver très bientôt au Sénat, qui s'appelle Engagement et proximité, porté par Sébastien Lecornu, et donc qui contient plusieurs mesures, à la fois pour renforcer leur autorité et surtout mieux reconnaître leur engagement sur le terrain. Oui, parce qu'on l'a vu, hein, Jonathan, dans vos reportages tout au long de la semaine, cet engagement, il est parfois risqué. Et oui, c'est un engagement parfois risqué, et ça, on l'a illustré dans notre premier reportage à Saint-Mion, à une dizaine de kilomètres de Clermont-Ferrand. On était avec Jean-Pierre Muselier, c'est un maire qui a été agressé au couteau début août. Il est encore très choqué, et lui, évidemment, il est favorable à un renforcement de la protection juridique du maire en cas de problème, en cas de difficulté. Et il aimerait aussi renforcer les pouvoirs de police du maire. Et donc ça, le projet de loi le prévoit. Mais pour lui, il y a un autre problème, et ça, il le pointe. Pour lui, les forces de l'ordre ne sont pas toujours à la hauteur de l'enjeu. Écoutez-le, il s'indigne sur la qualification de son agression. Menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuses pour la personne à l'encontre d'un élu public commis le. Ce n'est pas du tout cette la réalité. Il y a une mauvaise qualification. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a tentative d'assassinat? Quelqu'un qui se projette contre vous, sur vous, avec un couteau en disant « je veux vous tuer, je veux vous tuer, je veux vous tuer », si ce n'est pas une tentative de meurtre, je ne sais pas ce que c'est, moi. Ce témoignage très fort de ce maire qui nous a, c'est vrai, beaucoup marqué dans votre reportage. Et autre problème que vous avez pu soulever, Jonathan, eh bien, c'est cette crise des vocations. Oui, vous le savez, il y a un maire sur deux qui hésite à se représenter en 2020. Et on le disait, c'est un engagement qui est très éprouvant, et c'est d'autant plus compliqué quand on est jeune. Souvenez-vous, dans le reportage, dans le deuxième reportage, on est allé voir Arnaud Provenchère. En 2014, lui, il a été élu plus jeune maire du Puy-de-Dôme. Il avait 29 ans. Et donc maintenant, il a 35 ans et il vient d'être papa. Donc lui, il travaille la nuit dans l'industrie pharmaceutique, et il enchaîne après quelques petites heures de sommeil sur son mandat le jour, et il est indemnisé à peine 1 000 euros, à peine plus de 1 000 euros par mois. Et donc lui, il parle de vocation et pas de profession. Écoutez-le, il était au micro de Quentin Calmet. Mais je pense que les intercos, c'est essentiel aujourd'hui pour travailler à ce maillage territorial, réduire les zones blanches, réduire les inégalités. Il faut donc être... On revient. Voilà, bon petit problème de son, c'est pas le bon, mais on va relancer le bon sonore normalement, Jonathan, d'ici quelques secondes. C'est parti. Le terme vocation est très bien approprié. Une profession, non, parce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas vivre décemment d'une indemnité de maire. En tout cas, d'une maire d'une commune de 800 habitants. Et dans le projet de loi du gouvernement, il est justement question d'harmoniser les indemnités par le haut pour les maires de communes jusqu'à 3 500 habitants. Ils pourraient toucher jusqu'à 1 672 euros mensuels. Mais cette indemnité-là, évidemment, elle reste soumise à un vote du conseil municipal. Et puis il y a un autre problème, Jonathan, qu'on a vu dans vos reportages. Eh bien, c'est ce sentiment chez certains maires d'être effacés par rapport aux grandes métropoles. Oui, il y a certains maires de communes rurales qui ont été aspirés dans des métropoles et qui ont l'impression d'une certaine forme de perte de proximité, on pourrait appeler ça comme ça. Donc ça, c'est surtout vrai chez les maires ruraux. Mais à l'inverse aussi, on a rencontré le maire de Clermont, et qui, lui, est le président du conseil métropolitain. Donc évidemment, lui, c'est un fervent défenseur de la métropole, et il aimerait même encore aller plus loin. On l'écoute. Mais je pense que les intercos, c'est essentiel aujourd'hui pour travailler à ce maillage territorial, réduire les zones blanches, réduire les inégalités. Il faut donc être très attentionné. Moi, je suis favorable à une élection démocratique plus forte, pour que les citoyens puissent trouver dans les élus des interlocuteurs à l'image de ce qu'ils avaient dans les municipales, et puis qu'on puisse laisser aussi l'expérimentation au territoire pour inventer des modes de gouvernance qui pourraient être finalement testés chez chacun. Donc beaucoup de liberté pour les collectivités, je pense que c'est évidemment une attente forte des élus locaux aujourd'hui. Voilà, et plusieurs dispositions de ce projet de loi Engagement et proximité visent donc à remettre les maires au cœur de l'intercommunalité, et on pourrait même voir se créer un conseil des
maires pour améliorer les discussions entre les élus, la coordination et aussi mieux répartir les compétences. Merci beaucoup, Jonathan. Merci d'avoir été avec nous pour nous parler de ces reportages qu'on a vus toute la semaine. Merci à Quentin Calmet qui était aussi avec vous dans le Puy-de-Dôme et qui sera avec nous dans quelques instants. On reparlera bien sûr de ce projet de loi Le Cornu qui arrivera au Sénat début octobre. Et la semaine prochaine, Jonathan, nous serons dans la région Bourgogne-Franche-Comté pour parler de la gestion du déchet et du tri, puisque, vous le savez peut-être, le projet de loi anti-gaspillage sera examiné en séance au Sénat à partir de mardi prochain. Ce sera donc à suivre. C'est l'heure maintenant d'accueillir notre bande de journalistes. Au menu du club, aujourd'hui, ce sondage exclusif pour Public Sénat et la tribune sur les municipales à Montpellier, mais aussi le congrès des petites villes de France qui a lieu à Uzès dans le Gard. Nous y serons, mais nous allons commencer avec un sujet d'actualité. Le procès de Jean-Luc Mélenchon. On en parlait il y a quelques instants avec Éric Coquerel. Procès qui a débuté hier. Il comparaissait pour les incidents lors de la perquisition de son parti. Flora Sauvage nous raconte ce premier jour d'audience. C'est dans un climat électrique que s'est ouvert le procès de Jean-Luc Mélenchon et de 5 de ses proches. Le leader de la France Insoumise est poursuivi pour acte d'intimidation envers un magistrat et dépositaire de l'autorité publique, rébellion et provocation lors de la perquisition mouvementée au siège de LFI en octobre. La République, c'est moi! C'est moi qui suis parlementaire! Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte! Il encourt jusqu'à 10 ans de prison, 150 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Ses proches dénoncent un procès politique. Et Jean-Luc Mélenchon, jusqu'au bout, est resté cohérent dans ce que nous disons depuis le début, la dimension politique de tout ça, le caractère hors norme. C'est un procès politique, du moins dans un mécanisme, l'enchaînement des faits qui ont entraîné cela. La matinée de jeudi a été consacrée au visionnage des images de la perquisition au siège de la France Insoumise, tournées par la presse. Pour expliquer sa véhémence, Jean-Luc Mélenchon a déclaré avoir éprouvé un sentiment d'humiliation. Vous l'avez tous entendu et tous compris, il n'a jamais eu l'intention d'être violent, il n'a jamais eu l'intention de bloquer la perquisition, il n'a jamais eu l'intention d'être menaçant, il n'a jamais eu l'intention d'appeler à la rébellion ou autre. Tout ça, c'est totalement disproportionné. Le procès doit reprendre ce matin à 9h30 avec les plaidoiries qui seront suivies des réquisitions. La plaidoirie de Maître Dupond-Moretti, avocat de plusieurs policiers, est particulièrement attendue. Voilà pour ce premier jour du procès Mélenchon. On va en parler avec notre bande de journalistes qu'on accueille. Merci messieurs d'être avec nous aujourd'hui. On a vu ces images du procès Mélenchon, on a vu l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, sa défense. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'attitude de Jean-Luc Mélenchon pendant son procès, Patrice Moyon ? Écoutez, en tout cas, c'est un redoutable débatteur. On l'a vu face à l'avocat Dupond-Moretti. Après, c'est un peu quand même le procès de l'arroseur arrosé. Il dit que c'est un procès politique, mais il a lui-même organisé un Facebook live au moment de la perquisition. Alors, je pense que quand on écoute bien, effectivement, il y a eu des maladresses de la part des magistrats. Il n'empêche que c'est aussi un magistrat comme les autres, il n'est pas la République, il a aussi à se soumettre et à répondre devant la justice. Arnaud Benedetti. Oui, je suis assez d'accord. Il est victime de la stratégie de communication qu'il a mise en place lors de cette fameuse perquisition. Vous avez rappelé en effet qu'il avait organisé et donné un maximum de visibilité à cette perquisition et qu'il s'est quelque part lui aussi piégé. Mais on peut le créditer d'une colère sincère au moment de la perquisition. Il ne faut pas non plus considérer qu'il a surjoué et qu'il a feint finalement une exaspération. Mais le problème de Mélenchon aujourd'hui, c'est que finalement, c'est certainement l'un des derniers grands tribuns de la vie politique. C'est certainement l'un des hommes politiques les plus talentueux aujourd'hui de la classe politique. Le problème, c'est qu'il est écrasé par son talent et par sa personnalité. Et qu'il aurait pu vraisemblablement se transformer en François Mitterrand, c'est-à-dire être capable de ramener la gauche autour de lui et d'avoir un destin qui soit un destin, disons, de rédempteur d'une gauche qui était à terre. Et le problème, c'est que sa personnalité fait qu'il s'enferme toujours un peu plus dans une forme de corner politique qui l'empêche vraisemblablement de jouer le rôle politique qui est le sien. Et lors de ce procès, manifestement, on voit qu'il est en train d'essayer de se servir de ce procès comme un levier politique pour revenir au centre du jeu, parce qu'il avait un peu disparu quand même ces dernières semaines et ces derniers mois du jeu. Et c'est, je pense, la stratégie qu'il essaye en tout cas de mettre en place. Robert Jus. Oui, je pense qu'il faut remettre ça dans un contexte un peu plus général d'élections qui permettent de voir quand même que le capital qu'il avait eu avec les présidentielles au-dessus de 19% a été quand même dilapidé. Les européennes, il est redescendu à 6 et quelques %. Et les sondages pour les municipales lui donnent quand même autour de
10%. Donc évidemment, comment revenir dans la course pour rattraper ce retard immense, ça c'est un véritable problème pour lui. Surtout que sa personnalité, dont vous parliez, Arnaud Benedetti, visiblement ça lui joue des tours. On a vu ce sondage Odoxa pour le Figaro qui est paru hier. 72% des Français ont une mauvaise, voire une très mauvaise opinion de lui. Oui, alors bon, c'est vrai que les images que l'on a vues et qui ont circulé quand même pendant des jours et des jours sur les réseaux et sur les chaînes n'ont vraisemblablement pas arrangé la perception de la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. Mais je pense qu'il y a autre chose, quand même, fondamentalement, dans l'échec récent de la France insoumise aux élections européennes, c'est au-delà de la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, c'est que la ligne politique, finalement, de la France insoumise a péché par absence de clarté et de clarification, notamment entre d'un côté un courant plutôt souverainiste et quasi populiste, et un courant qui est, disons, si ce n'est indigéniste, mais plutôt sociétal ou sociétal indigéniste. Et il n'y a pas eu on n'a pas tranché entre ces deux courants. Ou en tout cas, Jean-Luc Mélenchon n'a vraisemblablement pas voulu trancher pour des raisons d'ordre tactique et de cohésion interne. Et je pense que ça pesait beaucoup aussi dans l'échec de la France insoumise. Allez messieurs, on va maintenant prendre la direction d'Uzès, dans le Gard, où se tiennent les assises des petites villes de France. On va retrouver sur place notre journaliste Alexandre Poussard. Et Alex, vous êtes avec Christophe Bouillon, c'est le président de cette association des petites villes de France. Et oui, Christophe Bouillon, le Premier ministre hier, Édouard Philippe, devant les élus des petites villes de France, a assuré que l'acte 2 du quinquennat serait tourné vers les territoires. Est-ce que vous l'avez cru ? Enfin, j'ai envie de dire. Ça fait des mois et des mois que les territoires se rappellent à l'exécutif. On a vu au moment du Gilet jaune qu'il y a une nouvelle carte qui est apparue, c'est celle des ronds-points et des péages. C'est la carte des petites villes de France. C'est la carte de territoires qui ne sont pas seulement des sites touristiques magnifiques, mais qui sont des endroits de vie, des endroits avec des enjeux liés aux mobilités, liés à la revitalisation des centres-bourgs. Et ça fait quelques mois maintenant que plusieurs associations d'élus qui représentent ces territoires ont mis sur la table un certain nombre de propositions. Donc que le gouvernement aujourd'hui nous dise on se tourne vers vous, j'ai envie de dire enfin. Maintenant, les déclarations d'amour, comme souvent, doivent être suivies de preuves d'amour. On a eu un début de preuve d'amour hier par la présence du Premier ministre et un certain nombre de déclarations, mais on a besoin encore de confirmer tout cela. Alors Édouard Philippe a annoncé un nouvel acte de décentralisation à la carte, spécifique à chaque territoire, avec une grande consultation des élus. Est-ce que cela répond à vos attentes ? Ça répond à une volonté très forte des élus, du cousu humain, enfin, pour reprendre son expression, mais plus que cela, les maires disent à la fois « laissez-nous faire » et « ne nous abandonnez pas ». « Laissez-nous faire », ça veut dire qu'ils ne supportent plus aujourd'hui parfois un état tatillon qui vient les empêcher finalement d'exercer pleinement les compétences qu'on leur a confiées. Mais ne nous abandonnez pas, c'est-à-dire que l'État doit être un État stratège, doit penser l'aménagement du territoire. Vous savez, aujourd'hui, on est capable de nommer qui est le ministre du déménagement du territoire quand on voit de la restructuration de services publics, je pense notamment aux perceptions. Actuellement, mais personne ne connaît le ministre de l'aménagement du territoire, celui qui s'occupe finalement d'amener des services publics dans les territoires. Alors aujourd'hui, le président du Sénat, Gérard Larcher, va venir à la rencontre des élus des petites villes de France. Il va même participer à des tables rondes. Qu'est-ce que vous attendez du Sénat, notamment dans les prochaines réformes à venir qui vont concerner les collectivités locales ? On attend beaucoup de Gérard Larcher. Moi, je n'oublie jamais que le Sénat, c'est la grande assemblée des territoires. Et je sais aussi que le Sénat a beaucoup travaillé sur la question des collectivités, de l'avenir des collectivités, sur la question du statut de l'élu. Des missions ont été confiées à des sénateurs et des sénatrices. Ils ont rendu des copies avec vraiment des dispositions qui vont dans le bon sens. Il faut renforcer le texte qui est présenté aujourd'hui, qui s'appelle « Engagement et proximité ». J'attends beaucoup du Sénat, puisque le texte va commencer à être examiné au Sénat, pour qu'on musque un peu, on charpente un peu, on donne de la chair à un texte qui certes va dans le bon sens, mais qui est un peu timoré sur un certain nombre d'aspects. Sur quel point il faut aller plus loin sur ce texte ? Par exemple, sur la relation entre les communes et les intercommunalités. On voit bien que depuis la réforme de la loi NOTRe, il y a des intercommunalités un peu XXL. Et ce qui est difficile aujourd'hui, c'est la relation à l'intérieur même de ces communalités. Concrètement, vous avez des maires qui ont le sentiment d'avoir été dépossédés d'un certain nombre de prérogatives, qui voient s'éloigner le pouvoir qu'ils avaient, et en même temps, ils y consacrent beaucoup de temps sans être payés en retour, c'est-à-dire sans peser sur les décisions. Très bien. Merci Christophe Bouillon d'avoir répondu à mes questions.
Merci Alex, merci d'avoir suivi pour nous ces assises des petites villes de France. Patrice Moyon, on entendait à l'instant Christophe Bouillon, les élus des petites villes, ils ont écouté Édouard Philippe hier et en gros c'est bien, mais peut mieux faire. Bien, mais peut mieux faire. De toute façon, il y a un malaise qui est très ancien, à la fois dans les petites villes et dans les territoires ruraux. L'expression, ça a été évidemment la crise des Gilets jaunes. Je pense que l'aménagement du territoire, il est à repenser, réinventer, parce que la France a une singularité avec ses 36 000 communes. Et par petits bouts, je pense qu'il y a des choses effectivement qui sont en train de bouger. L'Agence nationale de cohésion des territoires qui va venir en renfort des petites villes. L'opération Cœur de Ville avec 200 cœurs de petites villes qui vont bénéficier d'un soutien. Les questions de l'accès au haut débit, c'est tout ça en fait, mis bout à bout, qui peut peut-être redonner du souffle, parce que la France aussi, on parle beaucoup de Paris et du désert français, c'était en 1949 avec le livre de Pierre Gravier, mais aujourd'hui, c'est aussi les métropoles qui ont tendance parfois à étouffer leur territoire. Donc il y a quelque chose à réinventer de ce côté-là. Arnaud Benedetti. Oui, puis il ne faut jamais oublier que cette France-là, c'est 22 millions d'habitants. C'est quand même considérable, encore, malgré tout. Et les maires ne font qu'exprimer le malaise, finalement, d'un tissu économique, social, qui souffre depuis un certain nombre d'années et que la crise des Gilets jaunes a exprimé aussi à sa manière. Donc il n'est pas inintéressant qu'aujourd'hui, le Premier ministre rencontre l'association des petites villes de France à la veille d'une nouvelle mobilisation des Gilets jaunes. C'est ça, puis quand vous dites que ce n'est pas inintéressant, le fait qu'Édouard Philippe aille hier aux petites villes, qu'aujourd'hui il soit chez les maires ruraux à 6 mois des municipales, aucune stratégie politique. Oui, alors bien sûr qu'il y a de la stratégie politique, comme vous le dites, et en plus, il y a la nécessité vraisemblablement de revenir aux corps intermédiaires. Souvenez-vous, il y a quelques mois, on reprochait beaucoup à Emmanuel Macron, finalement, de ne pas s'être servi des corps intermédiaires pour tout simplement essayer, à un moment donné, de faire relayer sa politique. Donc là, il le fait avec des maires qui sont des maires de très grande proximité, et je crois que c'est en effet, ça s'inscrit dans un schéma stratégique sur le plan politique. Oui, depuis 1 an et demi maintenant, on voyait bien qu'il y avait une distance qui s'était installée dès le début du quinquennat entre le pouvoir exécutif et ses élus de terrain. Un des effets des Gilets jaunes, c'est au moins d'avoir remis le maire au centre du dispositif, qui est quand même l'élu qui est sur le terrain, les gens sont en contact avec lui. Et donc, ce statut, il y a un projet de loi donc, qui va arriver, qui va donner plus de pouvoir aux maires et puis surtout plus de moyens, puisqu'il y avait aussi tout un dispositif autour de la taxe d'habitation, comment on va reverser des moyens, notamment à ces maires des petites villes. Et puis on revient de loin, on se souvient Emmanuel Macron qui n'était pas venu au congrès des maires de France l'an dernier, et certains maires l'ont noté, et il salue le fait qu'en cette rentrée, il y ait ce pas vers eux avec ce projet de loi notamment. Allez, nous allons maintenant découvrir ensemble notre sondage exclusif BVA pour la Tribune et Public Sénat, sondage sur les municipales à Montpellier. On va en parler avec vous, Robert Jules, vous êtes directeur adjoint de la rédaction de la Tribune. Pour poser rapidement le décor, à Montpellier, on a un maire sortant, Philippe Sorel, qui est de gauche, mais qui pourrait être soutenu par La République En Marche. On a un député, La République En Marche, Patrick Vignal, qui veut être candidat. Et puis on a un homme d'affaires bien connu dans la région, puisqu'il préside le club de rugby qui s'appelle Moed Altra, tout ça avec des verts en embuscade. Alors, quels sont les résultats de ce sondage? On va les découvrir avec vous, Robert Jules. Vous avez testé, BVA a testé plusieurs hypothèses. D'abord, une hypothèse avec Philippe Sorel et Patrick Vignal de La République Exactement. En Marche. Donc, dans ce cas-là, le maire sortant ne ferait que 20%. Dans la deuxième hypothèse qui a été testée, s'il se présentait avec l'étiquette LRM, il ferait 23%. Et s'il n'y avait pas de candidature dissidente et donc pas de candidat LRM en face Philippe Sorel, il monterait à 24%. Mais ce que fait apparaître le sondage, c'est surtout la percée des écologistes. Alors, il faut quand même préciser qu'à ce jour, il n'y a pas de candidat déclaré pour Europe Écologie Les Verts. Il n'empêche que dans tous les cas, les écologistes feraient entre 21 et 23%. Ce qui, alors, est une surprise, oui et non, parce que lorsqu'on regarde le score qu'on fait Europe Écologie Les Verts, donc la liste de Yannick Jadot aux européennes, à Montpellier, le score est quand même de 19,5% versus 13,5% pour la moyenne nationale. Donc, cela peut aussi être mis en lumière avec les préoccupations des Montpelliérains, puisque s'ils mettent à 44% la sécurité en avant,
La propreté vient en deuxième avec 35% et la protection de l'environnement avec 33%. On va revenir sur les préoccupations des Montpelliérains, mais d'abord, je voudrais vous entendre sur les résultats de ce sondage. Donc, 3 hypothèses testées, on l'a vu. Mais en résumé, je ne sais pas si on peut dire ça, Robert Jules, vous allez nous le dire, est-ce que Philippe Sorel est bien parti pour conserver la mairie? Oui et non. Tout dépendra, du candidat qui sera opposé au maire sortant. Et ensuite, est-ce que La République En Marche va soutenir le maire, va présenter un candidat ou ne présente pas de candidat? C'est là où réside un peu tout le mystère de cette élection. On va revoir le sondage parce qu'on ne l'a peut-être pas bien vu. Patrick Vignal n'est pas haut dans ses intentions de sondage. Arnaud Benedetti, est-ce que du coup ça peut pousser La République En Marche à soutenir Philippe Sorel? Quand même, il ne faut jamais oublier que Philippe Sorel fait partie des rares grands-mères qui ont soutenu Emmanuel Macron dès le début avec Gérard Collomb. Donc on peut se poser la question de la stratégie aujourd'hui de La République En Marche à l'occasion de ces municipales. Il y a d'autres questions qui se posent, notamment à Bordeaux. Vous voyez bien qu'à Bordeaux, ils ont décidé de soutenir un candidat spécifiquement estampillé République En Marche contre le candidat d'Alain Juppé. Donc moi je pense que le problème de La République En Marche lors de ces élections municipales, au-delà du cas de Montpellier, c'est qu'il faut qu'ils apprennent le local. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils apprennent ce que c'est qu'une élection municipale et ce que c'est qu'une élection locale. C'est-à-dire que le label République En Marche ne suffira pas en soi à s'implanter si vous n'avez pas des candidats qui sont eux-mêmes implantés sur le terrain, qui disposent d'une visibilité, qui disposent d'une notoriété, qui disposent des codes politiques locaux pour gagner une élection. Et j'ai pas l'impression, pour l'instant, en tout cas, au vu de ce à quoi on est en train d'assister, que pour l'instant, La République En Marche est véritablement, si vous voulez, se soit vraiment acculturée à cette démarche politique-là. Alors, vous le disiez, dans ce sondage, Robert Jules, il y a les Verts qui sont en embuscade, les Verts qui réalisent des scores très élevés. Patrice Moyon, est-ce qu'on peut assister à une percée des écologistes pendant ces municipales? C'est très possible. Je trouve que les écologistes actuellement, ça fait un peu penser au PS au milieu des années 1970. Donc est-ce que les écologistes vont être ce qu'a été le PS dans les années 70? Ils sont en phase, comme les socialistes l'étaient dans les années 1970, ils sont en phase avec les préoccupations de leur environnement, d'une société qui est très, très, très sensible à tout ce qui est lié à la vie quotidienne. Donc après, ça va dépendre de leur capacité à rester unis aussi et à faire des propositions concrètes au plan local. Les Verts qui sont à la une de la tribune de cette semaine. Yannick Jadot, le temps des écologistes est venu. C'est la une de votre journal. Absolument. Et Yannick Jadot, un peu dans le style d'ailleurs d'Emmanuel Macron, dit en définitive il n'y a ni gauche ni droite. Ce qui est important, c'est de refonder le paysage politique autour de la question écologique. De ce fait, il essaye de rassembler. Il ne vous aura pas échappé aussi que Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il fallait discuter avec Yannick Jadot. Et l'enjeu des municipales, comme vous le rappelez Arnaud, c'est que La République En Marche a besoin d'un ancrage local. Tant qu'elle n'a pas cet ancrage local, il lui manque une sorte de légitimité populaire. Et c'est ça tout l'enjeu de ce scrutin. Un mot rapidement sur Moed Altrad, l'homme d'affaires, un petit peu le candidat surprise, qui préside le club de rugby. Il ne fait pas des scores très élevés Non, entre 7 et 8%, mais c'est une personnalité. On est très loin encore du scrutin, en mars prochain. Donc il y a le temps quand même que tout ça évolue et la personnalité de Moed Altrad pourra probablement percer. Arnaud Benedetti, des chefs d'entreprise qui tentent des aventures politiques. Alors c'est inédit à Montpellier, mais c'est pas inédit ailleurs. C'est pas inédit dans l'histoire de la politique. On a eu Bernard Tapie, notamment à Marseille, qui est certainement la personnalité la plus emblématique de ce type de démarche. Mais c'est toujours très compliqué quand même, parce que reconvertir un capital, je veux dire, un capital que vous avez pu acquérir du fait de votre réussite professionnelle en capital politique, ça ne marche pas toujours, sauf que peut-être aujourd'hui les tons sont en train de changer et que les gens qui ont une expérience professionnelle, qui est une expérience professionnelle positive, peut être un crédit qu'on apporte dans une démarche politique. Alors, avant de terminer sur cette question, on va regarder l'autre partie de ce sondage, Robert Jules, les préoccupations des Montpelliérains pour cette élection. 3 préoccupations, la sécurité, la propreté, la protection de l'environnement. Oui, alors on retrouve à nouveau des thèmes quand même qui touchent à l'écologie. Alors évidemment la sécurité, mais ça j'allais dire c'est un thème qui est récurrent un peu dans toutes les villes moyennes, des grandes villes et villes moyennes en France. La propreté, alors là ça touche quand même au cœur de comment est organisée la ville. C'est quand même les citoyens se plaignent que la ville n'est pas propre, donc ça devient quand même un problème majeur. Et la protection de l'environnement, on retrouve ces thèmes quand même qui sont en train de monter, notamment autour de la lutte contre le réchauffement climatique, sur la protection du vivant. Et là, évidemment, les Montpelliérains ne sont pas en dehors de ce qui se passe par ailleurs.
Voilà pour ce sondage exclusif BVA pour Public Sénat et La Tribune. Si vous voulez en savoir plus, c'est à retrouver dans La Tribune qui est sortie aujourd'hui et sur le site internet de Public Sénat. On va maintenant passer à la revue de presse, Quentin. Revue de la presse quotidienne régionale et on commence avec l'Alsace à la une, le climat, la jeunesse. Exactement, vous parliez de Yannick Jadot qui fait la une de La Tribune, de la protection de l'environnement qui est un des principaux points pour les élections municipales à Montpellier. Et bien ça fait aussi la une de l'Alsace. Regardez, climat, la jeunesse passe à l'action avec demain des manifestations pour l'action politique contre le réchauffement climatique. L'AFP a recensé au total plus de 5000 événements dans le monde, dont 1 million de manifestants qui sont attendus dans les rues de New York. Mais donc, le journal alsacien revient avec cette photo de Greta Thunberg devant la Maison-Blanche à Washington sur la mobilisation de la jeunesse en particulier, avec des grèves massives, vous ne le savez peut-être pas, mais en Australie. Également, effectivement, cette phrase que je voulais vous lire d'Isabelle Bollen, l'éditorialiste de l'Alsace, qui a écrit « Les jeunes ont raison de se lever pour nous secouer et nous mettre face à nos responsabilités. On peut aussi au passage se réjouir, cette jeunesse qu'on dit souvent individualiste, accro aux écrans, imperméable au sens de l'effort, nous prouve qu'elle peut se battre pour de grandes causes et inventer l'avenir. C'est une bonne nouvelle, non, donc c'est à lire dans l'Alsace. » Et on change de sujet avec le Républicain Lorrain, on parle patrimoine cette fois. Exactement, dans le courrier, dans le Républicain Lorrain, on voit cette une sur un patrimoine cher à entretenir. Demain, c'est effectivement une journée de mobilisation pour le climat. Il y aura aussi des marches comme cela de gilets jaunes, mais donc ce sont également les journées du patrimoine. Et donc à la une du Républicain Lorrain, on peut voir cette photo et ce chiffre, 4355 monuments classés ou inscrits dans la région Grand Est, et cette question du financement de la restauration qui est primordiale. Et puis on termine avec le Courrier Picard, Quentin, qui dans son édito revient sur le procès de Jean-Luc Mélenchon. Exactement, vous voyez sur la une du Courrier Picard, Mélenchon en insoumis face à la justice, c'est aussi l'objet de l'édito à l'intérieur du journal. En ce deuxième jour du procès à Bobigny, un procès spectacle, écrit Bertrand Ménel, l'éditorialiste du Courrier Picard. Il est perplexe, lui, face à la journée d'hier à Bobigny. Il écrit que le leader de la France insoumise a choisi la posture de victime et instrumentalisé l'audience en un procès politique. Il ajoute que ces tensions montées en épingle ne font que fragiliser encore davantage l'image de notre démocratie, c'est-à-dire dans l'édito du Courrier Picard. Merci Quentin pour cette revue de la presse quotidienne régionale. Vous parliez dans votre revue de presse, Quentin, du patrimoine, car vous le savez, ce sont les journées du patrimoine ce week-end et dans cette émission, nous nous rendons au plus près de vous grâce à nos partenaires des télévisions locales. Le patrimoine, il n'est pas toujours facile à entretenir pour les communes. Nous nous rendons aujourd'hui à Boué, c'est dans l'Aisne, où l'église est en mauvais état, mais le coût des travaux dépasserait 400 000 €, difficile pour la commune. Boris Nicolas est allé à la rencontre du maire et des paroissiens. C'est un reportage de nos partenaires de Wéo. À l'église de Saint-Nicolas de Boué, la chorale du mercredi fait partie de la vie de la paroisse Sainte-Thérèse en Tirage, un rituel menacé par l'état du clocher, mal en point depuis des années. Il faudrait refaire le toit, c'est sûr, le clocher. Il ne faut pas recevoir les pierres. En plus, avec ce qui a été mis autour, la porte, c'est pas très joli. En cause, l'état de la charpente qui peine à soutenir le clocher. Coût de l'intervention nécessaire, 373 000 €. Un budget difficile à réunir pour un édifice non classé au titre des monuments historiques. C'est pas une église fortifiée à Boué, mais elle ressemble beaucoup aux églises fortifiées de Tirage. Il y a 68 ou 69 églises fortifiées en Tirage et on a malheureusement pendant des années, on nous a délaissés un peu dans la région. Et c'est dommage. Et aujourd'hui, on essaye de faire des travaux là où ça mérite d'être fait. Construite au XVIe siècle, seuls les autels latéraux de l'église sont classés. C'est à la charge de la municipalité de chercher des financements, un travail de longue haleine.
qu'il faut refaire toute la charpente du clocher, refaire toute la toiture du clocher, rejointoyer toutes les façades en briques. On a de la brique, on a de la pierre, donc ce sont des travaux qui sont très coûteux et très lourds. Et sur un budget communal, il va falloir aller chercher des financements au niveau de l'intercommunalité, la région, le département, et puis on espère aussi des aides de l'État. À l'heure actuelle, la région s'est engagée à prendre en charge environ 20% du budget nécessaire. Bâtiments communaux ancrés dans l'histoire des localités, de nombreux événements patriotiques se déroulent dans les églises, comme les commémorations des guerres mondiales. Arnaud Benedetti, on le voit, ce patrimoine à entretenir, c'est un coût pour les communes, coût qu'elles ne peuvent pas toujours assumer. Oui, mais moi je suis toujours frappé par le fait qu'on considère que le patrimoine, la gestion du patrimoine, c'est une charge. La réalité, c'est que c'est aussi un moyen de développer économiquement et touristiquement des zones. Ça aussi, ça suscite de nouveaux métiers aussi, la gestion du patrimoine. On a trop tendance à penser que le patrimoine, finalement, c'est un coût, c'est une charge pour la société et que, bien évidemment, il faut l'entretenir, mais que, manifestement, il faut aller trouver l'argent. La réalité, c'est qu'encore une fois, il y a une dimension économique. Je rappellerai une chose, vous avez des scientifiques aujourd'hui qui réfléchissent beaucoup sur la façon dont on peut gérer le patrimoine, améliorer justement les métiers du patrimoine et qui essayent justement de transmettre ce savoir par exemple aux pays du Sud. C'est le cas parce que tout simplement ils considèrent que la mobilisation des savoirs, la mobilisation des technologies pour entretenir le patrimoine, c'est une source de développement économique et une source de développement social. Patrice Moyon. Oui, je suis assez d'accord. Moi, je pense que le patrimoine français est un formidable capital pour la France, parce que la France est la première destination touristique mondiale. Évidemment, il y a Paris, mais je pense qu'on pourrait faire venir des touristes du monde entier dans ces petites villes, dans ces territoires français qui sont absolument extraordinaires dès qu'on quitte les autoroutes. En revanche, il y a aujourd'hui entre 2000 et 2800 bâtiments qui sont aujourd'hui fragiles parce qu'on n'y consacre pas les moyens nécessaires. Robert Jules. Oui, absolument. Le patrimoine doit être vu comme un investissement et pas un coût. Et le gouvernement serait peut-être bien inspiré de réfléchir à un grand plan de soutien au patrimoine, parce que je rappelle quand même que plus de la moitié du patrimoine est hors des grandes villes. C'est à la fois un formidable... Ça permet de créer des emplois, que ce soit pour l'entretenir, pour l'arranger, et puis surtout, ce sont des emplois qui ne sont non délocalisables. Et comme vous le rappeliez tout à l'heure, la France est quand même un des grands pays qui attire les touristes, et ça serait bien que les touristes aillent ailleurs qu'à Paris. Allez, on va repasser. Je vais vous redonner la parole, Quentin, puisque vous suivez les tweets mieux que personne. Et chaque vendredi, vous nous faites une revue des tweets politiques de la semaine. Et on commence par ces déclarations sur l'immigration du chef de l'État devant les parlementaires de la majorité. Des déclarations qui, on imagine, ont fait débat parmi les sénateurs. Exactement. On a scruté tous les messages depuis dimanche soir avec ces déclarations. Et on a vu plusieurs sons de cloche parmi les sénateurs socialistes. Vous allez le voir d'abord avec Rachid Temal. Alors lui, ce qu'il reproche à l'exécutif, c'est que l'immigration, elle a été au centre d'un projet de loi il y a 1 an. Et donc, il écrit, il y a 1 an, ce gouvernement faisait adopter un texte asile et immigration. Est-ce à dire qu'il était inefficace ou qu'une visée politique tournée vers 2022 existe dans la décision du président de la République. Et donc, voilà, on voit cet argument sur 2022. Est-ce que Emmanuel Macron sera en train de se tourner vers l'électorat ou en train de réinstaller le match avec le RN? Autre argument pour un autre sénateur, Jean-Louis Touraine, vous allez le voir, lui, il dit ce n'est pas l'immigration le problème, c'est l'intégration, les moyens que l'on met en œuvre pour favoriser une insertion fluide dans notre société. On voit un message sur le fond, mais vous n'avez pas de politique pour y répondre. Donc il a tweeté ça à l'adresse de Christophe Castaner. Autre réaction, et vous allez le voir, c'est là qu'on voit qu'il y a différents sons de cloche. Le tweet de Samia Ghali, d'ailleurs, c'est une série de tweets. Alors elle dit, Emmanuel Macron, il porte un regard juste sur la réalité. Donc l'élu de Marseille, qui est au groupe socialiste, elle dit, il porte un regard juste sur la réalité. Oui, la France est un pays de solidarité. Et elle met dans un deuxième message, pour autant, il y a aussi une immigration clandestine. Et elle a terminé en écrivant, sur ces sujets, les extrêmes viendront peut-être faire de faux procès politiques. Les philosophes appliquer leur bonne morale, mais dans la réalité, il ne faut avoir aucun tabou pour que chacun
d'où qu'ils viennent, vivent dans la dignité, dans le respect du droit. Donc on le voit, plusieurs sons de cloche au groupe socialiste. Ça c'est pour le groupe socialiste, mais à droite on se frotte les mains, on imagine. Exactement, ouais. Et puis vous aviez sur votre plateau Roger Carucci cette semaine qui a dit, voilà, on voit ces incantations, maintenant passons aux actes. C'est le message que veulent faire passer les sénateurs de droite. Regardez le tweet de Alain Joyandet, sénateur de Haute-Saône, qui a écrit que le président de la République empoigne la question de l'immigration ne peut que s'en réjouir. En revanche, loin des fausses pudeurs et des discours de RN, les sénateurs feront entendre leurs propositions le 2 octobre. 2 octobre, date du débat au Sénat après celui de l'Assemblée nationale fin septembre sur le sujet de l'immigration. On va passer à un autre sujet, Quentin, ce sont les municipales avec une accélération de la campagne. Voilà, on en parle beaucoup sur ce plateau depuis le début de la semaine et encore aujourd'hui. Et on l'a aussi beaucoup vu ce sujet sur Twitter avec énormément de messages de sénateurs qui, dans leur département, rendent visite à des délégations de maires. Alors certes, il y a les élections municipales, mais on peut se dire aussi que dans peu de temps, il y a les élections sénatoriales. On n'y pense pas forcément. Et pourtant, un sénateur de droite nous a dit que la majorité sénatoriale, eh bien, elle est en jeu pour LREM également. Alors peut-être pas en 2020, mais en 2023, En Marche pourrait chercher aussi à faire basculer la majorité ici à la Chambre haute. Et ça passe par les élus municipaux qui représentent, on le rappelle, 95% du corps électoral au Sénat. 10 secondes, Quentin, pour la photo de la semaine. Oui, parce qu'on a beaucoup vu la photo du Time Magazine, mais je voulais juste rapidement finir en vous montrant une autre des photos à l'intérieur de l'hebdo. C'est cette photo qu'on a moins vue et qui a été prise par Christopher Anderson pour l'agence Magnum, où on voit un moment de complicité dans les bureaux de l'Élysée de Emmanuel Macron avec Brigitte Macron, la première dame. Merci Quentin, merci messieurs, on n'a pas le temps pour les réactions, désolé. Merci Patrice Moyon, merci Robert Jules, La Tribune, notre partenaire, vous serez avec nous tous les vendredis. Merci Arnaud Benedetti, notre partenaire aussi, la revue politique et parlementaire. On vous retrouve Arnaud dès lundi. Lundi, notre invité politique, ce sera Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT. On vous souhaite un excellent week-end. Avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et en partenariat avec la presse quotidienne régionale et les télévisions locales, vous a présenté le Club des territoires.